Le béton est responsable de 8% des émissions de CO2 mondiales. Aujourd'hui, on part du clash entre des militants écologistes et le cimentier Holcim. Et on va se poser la question, est-ce qu'il existe des alternatives au béton? C'est l'actu environnementale décryptée du mois de novembre. Je sais pas si t'as vu, mais depuis peu, on a notre première zone à défendre de Suisse. Cette ZAD, c'est des militants qui occupent une colline qui est juste à côté de la carrière de Holcim. Et le but, c'est justement de les empêcher de creuser cette colline et de détruire toute la biodiversité qui s'y trouve. Parce que pour fabriquer du béton, il faut détruire des collines pour récolter des matières premières comme le calcaire par exemple, et aussi parce que ça émet énormément de CO2 lors de la fabrication. Mais est-ce qu'il existe des alternatives aujourd'hui? Eh bien, il y a un chantier qui nous intéresse tout particulièrement. C'est la future maison de l'environnement du canton de Vaud. Pour ça, on allait rencontrer l'architecte Jean-Baptiste Ferrari. Ce bâtiment, il sera construit avec des matériaux durables. Donc dans la matérialité, on a fait une structure qui est quasiment totalement en bois, structure porteuse en bois, façade en bois, et on a accompagné ce projet d'un nouveau matériau qui est en fait un très vieux matériau qu'on est allé rechercher, qui est la terre. La terre, elle est sous nos pieds, c'est l'élément le plus simple à prendre pour construire. Et on a développé, avec une société spécialisée, des briques de terre crue qui sont en train de se monter. Cette société, elle s'appelle TerraBlock et son truc, c'est de construire des briques faites à partir de terre qu'on trouve sur des chantiers de la région. Un bloc de terre compressé, il est composé de déblais d'excavation terreux. Donc ce sont des déchets de chantier, les sous-couches minérales quand l'on excave pour créer les fondations des bâtiments et qui doivent aller en décharge. Eh bien nous on les dévie, on les concasse et on les crible pour en faire un stock de matière qu'on compresse pour faire un bloc de terre compressé. Et 3 à 5% de liant hydraulique dans un bloc de terre compressé qui peut être soit de la chaux hydraulique, soit du ciment. Bon, c'est assez technique tout ça, mais quels sont les avantages d'utiliser ce genre de matière? Tout d'abord, son impact environnemental. On a prouvé que même si on met des faibles doses de stabilisants, on reste très faible en termes d'impact environnemental. Les technologies qui utilisent la terre crue, eh bien, en fait, sont moins énergivores et puis émettent beaucoup moins de CO2 en fait. En plus de ça, il y a la question de la disponibilité des ressources. Parce que pour les blocs de terre crue, il n'y a pas de problème, c'est des déchets de chantier. Mais par contre, pour le béton, c'est des granulats, du sable. Et ça pourrait venir à manquer dans les 30 à 50 prochaines années. Au-delà de l'aspect environnemental, des briques en terre crue, ça peut amener une certaine touche de poésie ou d'ancrage local qui peut plaire aux architectes. Je trouve que c'est justement le charme de ce matériau, c'est de nous surprendre et puis de nous imposer en fait sa couleur. Ça va être une surprise parce que suivant où on se trouve et on utilise la terre du sol, elle va être un petit peu plus jaune, elle va être un peu plus brun, elle va être un peu plus gris-noir. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des maisons en terre crue partout? En d'autres termes, quels sont les désavantages de cette technique? Les freins sont peut-être de plusieurs ordres. Un des premiers freins, c'est la méconnaissance, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas cette technique, ne savent pas qu'il y a des nouvelles façons qui reprennent des techniques anciennes. On parlait tout à l'heure de faire des isolations en papier journaux. C'est aussi un exemple de technique qui se met en place et qui vont certainement se développer dans l'esprit d'aujourd'hui. La contrainte la plus grande, je pense que c'est de devoir faire appel à son imagination. Parce que ça demande de la recherche, ça demande d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément explorées et de devoir prendre du temps pour ça. Et puis Jean-Baptiste, au niveau des coûts, c'est sûrement plus cher, non? Oui, il ne faut pas se cacher, bien sûr, parce que quand on veut faire des matériaux durables, il y aura un prix à payer. Donc ça va coûter un peu plus cher, d'autant plus que c'est des techniques qui se mettent en place maintenant, qui ne sont pas encore extrêmement industrialisées. Donc les gens, au début, quand on a fait ce projet, ils avaient même de la peine à nous dire combien ça va coûter. Le gros désavantage de la terre crue, c'est qu'elle ne peut pas assumer l'entièreté des fonctions du béton, par exemple d'un point de vue sismique. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la terre crue n'est pas non plus un matériau miracle. On la développe pour qu'elle vienne occuper une part du marché, qu'elle soit à disposition des constructeurs, mais elle ne pourra pas remplacer le béton parce qu'elle n'a pas ces capacités portantes. Donc en fait, il faut vraiment chercher une combinaison des matériaux. Elle peut remplacer le béton là où le béton n'est pas nécessaire. Pas de béton, ça sera peut-être très difficile. Très souvent, on a quand même besoin d'avoir un peu de béton pour consolider la construction.
tu l'as vu, on ne pourra pas se passer à 100% du béton. Par contre, la solution, elle est sûrement de le remplacer partout où il est remplaçable par des matières plus durables. Et là, on voit que c'est possible dans des bâtiments de cette envergure-là. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir répliquer le projet le plus possible. On espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. On donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à nous donner des idées de thèmes que tu veux qu'on couvre ou encore s'il y a d'autres actions environnementales que tu voudrais qu'on aborde. À bientôt!